bonjour les 6e D, j'espère que vous allez toujours bien, j'espère que la motivation est toujours là, que la détermination est toujours là, que vous avez toujours le rythme dans les jambes et dans les poignets et surtout dans la tête. Je peux largement comprendre que c'est pas facile de continuer à se motiver à travailler seul, mais tenez bon, tenez le coup. Moi je suis là pour vous aider à vous motiver, motivez-vous tout seul, et je suis sûr que vos parents également sont là, et d'ailleurs je les remercie, vos parents qui nous aident un petit peu à traverser cette période. Profitez-en, c'est une chance un petit peu, en tout cas il faut toujours prendre les choses du bon côté, comme dirait l'autre. On ne sait pas qui est cet autre d'ailleurs dans cette expression, en tout cas il le dit. Profitez-en pour faire des choses, pour travailler à votre rythme d'abord. Je travaille quand je veux, hein, c'est un petit peu ça, mais si je suis plutôt du matin, je vais plutôt concentrer mes efforts sur le matin, alors que quand je suis en classe, j'ai pas le choix. Si je suis plutôt quelqu'un de l'après-midi, je vais plutôt concentrer mes efforts sur l'après-midi. Profitez-en pour faire également des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, des petits travaux manuels, de la peinture, de la broderie, je ne sais quoi d'autre, des jongles avec un ballon de foot, peu importe, profitez-en pour vous concentrer sur votre être, tout simplement. Ceci étant, on va peut-être passer au contenu de cette vidéo. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais faire une vidéo juste avant les vacances, d'accord, quelque chose comme le week-end prochain ou en tout cas le vendredi 17 avril, c'est ça, puisque c'est le dernier jour, sachant qu'aujourd'hui on est le mardi 14 avril, en tout cas c'est le jour auquel vous regardez cette vidéo. J'aimerais, pour finir cette première période de confinement, j'aimerais faire une vidéo foire à questions. On appelle ça une vidéo FAQ. Comment ça fonctionne? J'ai besoin que vous mettiez en commentaire une interrogation, une question que vous avez à me poser sur une difficulté que vous avez eue dans un chapitre précis. Alors soit le chapitre de géographie qu'on vient de faire, soit un chapitre qu'on a fait en classe, en tout cas une difficulté que vous avez eu depuis le début de l'année. Quelque chose que vous n'avez pas bien compris, que vous n'avez pas bien... voilà, quelque chose qui vous a mis en difficulté. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, comme ça je sélectionne plusieurs questions et je fais une vidéo pour le début, pour la fin de la période, pour le vendredi qui vient, le vendredi 17 avril. N'hésitez pas, d'accord? Tout le monde a des questions, j'en suis sûr, tout le monde a des difficultés. Quelqu'un qui n'a pas de difficultés, ça n'existe pas, d'accord? Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça c'est dit. Ensuite, sachez que j'ai réceptionné beaucoup de travaux donc, sur la ville de demain. J'essaye de répondre que j'ai bien reçu à chaque fois pour que l'élève sache que j'ai bien reçu effectivement, parce qu'avec cette boîte mail ça peut être un petit peu compliqué parfois. Je suis assez content parce qu'il y a vraiment des élèves qui ont joué le jeu de l'imaginaire et de l'imagination et en même temps du sérieux géographique et du sérieux écologique. Donc je suis assez content. Il y en a même qui se sont amusés à faire un dessin. Je pense à toi Maxime. Il y en a qui se sont vraiment amusés à faire des textes importants, imposants, qui m'ont mis des photos, qui se sont amusés à imaginer une autre ville que les villes d'aujourd'hui, dont vous avez un petit peu vu les problèmes, notamment en termes de pollution de l'air. Donc, je suis content, je suis satisfait. Il y a certains élèves qui ne me l'ont pas encore rendu au moment où je fais cette vidéo, donc n'hésitez pas, envoyez-moi, parce que moi c'est comme ça que je vois l'élève qui est avec moi, qui est assidu, et l'élève qui n'est pas avec moi en fait, d'accord, qui s'est dit que bon,
période de confinement, je vais arrêter un petit peu tout ça. Je vais peut-être me concentrer sur autre chose, mais en tout cas le savoir, les savoir-faire, le savoir historique, le savoir géographique, la culture, ça ne m'intéresse plus. Bon, bah c'est dommage. D'accord? C'est dommage, il faut faire attention parce que la scolarité, elle, continue. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi vos travaux au plus vite. Comme ça, je corrigerai, et c'est comme ça, c'est ce travail-là sur la ville de demain qui va évaluer votre chapitre sur habiter les métropoles, ça, et également le Google Form que j'ai proposé, même si ça ne fonctionne pas pour certains, mais c'est un peu moins important que ce travail sur la ville de demain, donc il n'y a pas de souci. Une fois que ça c'est dit, je vais peut-être vous présenter le travail que vous allez avoir à faire vendredi. Donc vendredi, vous allez faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc je suis obligé de revenir au vendredi 10 avril, ce vendredi où vous m'avez rendu votre travail sur la ville de demain. Vous avez également effectué un travail sur la ville de Douala, normalement. J'ai appelé ce document « J'ai fini la ville de demain », donc vous avez fini la ville de demain. Vous avez effectué ce travail sur la ville de Douala. Vous avez vu un petit peu l'aménagement qui a été réalisé dans cette ville, notamment pour économiser de l'énergie. Ici, c'est de l'énergie solaire qui est utilisée pour fabriquer de l'électricité. Pour vendredi 17 avril, ce que je vous demandais, et c'est d'ailleurs écrit dans la fiche de consigne qui s'appelle « J'ai fini la ville de demain », mais normalement vous l'avez lu, je vous demande pour le vendredi 17 avril de réviser le schéma « Pourquoi les états apparaissent ». D'accord ? Donc ce schéma, on l'a vu, on l'a revu, on l'a re-revu, on s'est entraîné en classe à le réaliser. Vous avez bien compris que pour moi, c'était important ce schéma parce que il nous dit comment est-ce que les états apparaissent, et il nous dit même plus largement comment est-ce que nos modes de vie ont été façonnés dans cette période néolithique, début de l'Antiquité, avec l'Orient ancien. D'accord ? Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est, pour vendredi, réviser ce schéma, et une fois que vous serez arrivé à vendredi, la séance de vendredi va être une séance où vous allez devoir transformer ce schéma en texte. Transformer ce schéma en texte. Il y a deux difficultés. La première, c'est connaître le schéma, absolument, évidemment. Deuxième difficulté, le comprendre, ce schéma. Et notamment comprendre les flèches. Pourquoi ? Parce que quand on réalise le schéma, bah oui, on réalise des flèches. Bon. Mais que veulent dire ces flèches? Que veut dire cette flèche entre néolithique et agriculture? Que veut dire cette flèche entre agriculture et marchandises? Je ne sais pas. Vous savez. Bon, je sais un petit peu. Mais c'est ça que je veux que vous compreniez pour vendredi, c'est vous allez devoir transformer ce schéma en texte. Votre défi, c'est de me montrer, de vous montrer à vous, puisque je ne serai pas à côté de vous, de vous montrer à vous-même que vous avez compris ce schéma, donc que vous avez compris la plus grande rupture que l'histoire de l'humanité ait connue, à savoir la rupture paléolithique, néolithique et la rupture néolithique Orient ancien. D'accord ? Je vais brièvement vous raconter un petit peu ce schéma, donc ça veut dire que vous allez vous aider de votre schéma, et vous allez pouvoir vous aider aussi de cette vidéo, parce que je vais vous raconter ce schéma à l'oral. Donc écoutez bien, n'hésitez pas à mettre des pauses et à travailler en même temps que vous visionnez cette vidéo, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'encourage, c'est regarder cette vidéo, la mettre de côté, et ensuite rédiger son texte qui retranscrit le schéma. Alors, je vais essayer d'être bref, donc n'hésitez pas à aller dans votre cahier pour voir plus de détails sur les différents éléments que je vais énoncer rapidement pour créer une sorte de cohérence, d'accord, un petit résumé de nos 3 chapitres.
On a vu que le paléolithique, c'était une période, la période de la pierre ancienne. Pourquoi? Parce que c'était une pierre qui était seulement taillée, et pourtant c'était déjà une grande innovation à l'époque. Donc paléolithique, pierre ancienne pour la pierre qui est taillée. La pierre n'est pas encore polie, la pierre est taillée. Entre 7 millions avant Jésus-Christ et 10 000 avant Jésus-Christ, durant ce paléolithique, alors à l'intérieur de ce paléolithique, il va y avoir des évolutions, on a vu, entre Toumaï, l'Australopithèque Lucie, l'Homo erectus, celui qui se met debout, celui qui va maîtriser le feu aux alentours de 400 000 avant Jésus-Christ, et puis enfin pour arriver à l'Homo sapiens qui va prendre conscience de lui-même, qui va prendre conscience de sa propre faim, de sa mort, et qui va même, en suivant le gibier et par rapport au fait qu'il ait développé une curiosité naturelle, qui va même migrer hors d'Afrique pour aller peupler la planète jusqu'à peupler l'Amérique du Nord et du Sud aux alentours de 15 000 avant Jésus-Christ. Donc, l'évolution humaine s'est faite durant la période du Paléolithique. Ok. J'en arrive au mode de vie. Durant le Paléolithique, l'homme est nomade, d'accord, donc il se déplace en tribus, une dizaine de personnes environ selon les archéologues et les historiens, et leur but c'est la survie de leur tribu et la survie alimentaire et climatique, d'accord. Donc ils sont nomades, ils suivent le gibier, et le gibier lui-même suit les saisons. Il vit en harmonie avec la nature, autrement dit, il chasse, puis ensuite il va pêcher, mais il chasse l'animal comme un animal chasse un autre animal. Il considère que la terre, en tout cas il ne considère même pas d'ailleurs, puisque c'est naturel, la terre est commune, d'accord, elle appartient à personne, ou alors elle appartient à tout le monde, peu importe comment on le formule. Donc l'homme est nomade, il chasse, pêche, cueille, en harmonie avec la nature, dans un but de survie et de reproduction de sa propre tribu, donc autrement dit être. Okay, entre 15 000 et 10 000 avant Jésus-Christ, alors plus précisément même entre 12 000 et 10 000 avant Jésus-Christ, donc l'homme à ce moment-là est homo, et homo plus précisément homo sapiens, donc ça veut dire qu'il est tel que nous sommes nous, et se produit à ce moment-là, entre 12 000 et 10 000 avant Jésus-Christ, un changement du climat. Le climat va se tempérer. Les grandes steppes sans végétation enneigées vont laisser place à des forêts denses. Le gibier type mammouth auroch va migrer vers le nord puisqu'il n'est plus adapté à ce climat, et donc il va être remplacé par un gibier type chevreuil, sanglier, etc. En même temps, les aurochs qui vont rester vont être domestiqués par l'homme pour devenir des bœufs. Donc les hommes vont se sédentariser puisqu'ils sont face à un gibier qui est lui-même sédentaire. L'homme n'a donc plus besoin de bouger et de se déplacer pour vivre. Il va devenir sédentaire. En devenant sédentaire, l'homme va défricher, donc, puisque la pierre n'est pas taillée, la pierre elle est polie, et avec cette pierre polie il construit des haches, et avec cette hache il va défricher pour construire des villages. Dans ces villages il va construire des enclos et des champs, puisque cet homme a changé de mentalité, il est au-dessus de la nature, il va élever des animaux et il va domestiquer les plantes. Domestiquer les plantes, ça veut dire tout simplement cueillir des graines et les planter au sol. Donc apparaît par là même la maison, tout simplement, la maison fixe, et apparaît donc la propriété privée des maisons, la propriété privée d'un champ et la propriété privée d'un enclos. La terre n'est donc plus commune. À partir de là, il va y avoir des hommes qui ont, des hommes qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas vont se mettre au service de ceux qui ont. Donc là, on est dans la période qu'on appelle la période du néolithique, entre 10 000 et 3 000 avant Jésus-Christ. La révolution néolithique, ce que je suis en train de vous décrire, se déroule entre 10 000 et 6 000 avant Jésus-Christ. La période néolithique, elle va aller jusqu'à 3 000 avant Jésus-Christ. Ok ?
Donc je continue mon histoire. Une fois que la propriété privée naît avec l'agriculture et l'élevage, va également apparaître une invention que vous connaissez, et je pense que vous savez déjà de quoi je parle, c'est la poterie. La poterie va permettre de stocker les graines, de stocker n'importe quel aliment finalement, pour dans un premier temps le garder comme réserve pour par exemple passer l'hiver, mais dans un deuxième temps l'échanger pour faire du troc, et puis quand l'argent apparaîtra, de le vendre, d'accord? Et donc faire du commerce. Une fois que le produit est devenu une marchandise, une fois que la fraise que je cueille n'est plus une fraise qui va me servir seulement à me sustenter, mais qui va servir à être stockée et à être vendue, je n'ai plus comme objectif l'objectif être, mais j'ai comme objectif l'objectif avoir. Et donc à partir de ce moment-là que l'homme n'a plus comme objectif à être mais à avoir, le produit fraise se change en marchandise. C'est devenu une marchandise. Et donc tout va être centré autour de là. Il va y avoir certains hommes qui vont vouloir dominer et avoir. À partir de là, il va y avoir une organisation des hommes autour de ce qu'on appelle des États. Les États, c'est des structures qui vont permettre à certains hommes de dominer tous les autres. Une minorité qui va dominer une majorité. Grâce, et on l'avait vu, à l'économie, on va demander aux populations de payer des impôts, d'accord? Donc c'est une manière de les dominer. On va contrôler le commerce grâce à l'armée. Donc le roi va disposer d'une armée pour conquérir et pour dissuader sa population de se rebeller. Et enfin, grâce à la religion, je suis représentant de Dieu sur terre, vous devez m'écouter. Alors cette minorité qui domine une majorité, autrement dit cet État, il va prendre plusieurs formes. En Égypte, il a pris la forme d'un royaume. Dans la cité d'Our, il a pris la forme d'une cité-État. Dans les deux cas, c'est un État. Autrement dit, c'est un territoire gouverné par un roi qui met en place des règles communes à tous pour permettre de dominer une majorité de la population. Donc, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une minorité domine une majorité sous la forme de l'État. Cet État, il est lié à une autre idée importante, c'est l'écriture, puisque l'écriture va servir dans un premier temps à faire régner cette domination à la fois politique et économique, puisqu'elle va à la fois servir à dicter des lois, d'accord? Donc on va faire écrire des lois que les habitants vont devoir respecter, et en même temps à compter les marchandises. On l'avait vu en Mésopotamie, on a vu que l'écriture sert à dire, voilà, il y a tant de moutons, tant de chèvres, et à faire des contrats de vente de terre, par exemple. Donc, voilà, donc l'écriture et l'État, c'est deux notions qui sont absolument liées, l'une soutenant l'autre, et l'autre se servant de l'une. Voilà, donc on arrive à la fin du récit de nos trois chapitres. Voilà comment le paléolithique, le néolithique et l'Orient ancien sont liés l'un dans l'autre. Et vous, votre travail vendredi 17 avril, c'est de me montrer que vous avez compris la logique. D'accord? La logique, l'histoire c'est une logique. L'histoire est logique ou elle n'est pas. Montrez-moi que vous avez compris la logique entre tous ces éléments pas faciles à comprendre, on est bien d'accord, mais montrez-moi que vous pouvez faire une synthèse, que vous pouvez faire un résumé, et donc montrez-moi que vous pouvez résumer et transformer ce schéma en texte. D'accord? Pour ça, il va falloir, pour remplacer les flèches par exemple, utiliser des termes comme cela entraîne, cela provoque, ainsi, donc, ensuite, puis, bref, je vous ai mis tout ça dans la fiche de consigne, n'hésitez pas à vous en emparer. Quand vous avez terminé votre texte, je vous ai proposé dans la fiche de consigne de recopier un tableau de compétences pour vous auto-évaluer. Est-ce que mon paragraphe est clair? Est-ce qu'il est logique? Maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne maîtrise, et ainsi de suite. On l'avait déjà fait en classe quand des élèves passaient et nous racontaient leurs traces écrites. Ben là, vous allez le faire chez vous
de votre côté, il n'y a pas de pression, c'est pas la peine de tricher, d'accord? Il n'y a pas un enjeu supérieur à tout simplement votre scolarité et votre progression personnelle. Donc, quand vous avez terminé, vous vous auto-évaluez avec ce tableau et vous corrigez votre texte avec le texte que je vous ai proposé et que j'ai rédigé moi-même. Je vous propose de le recopier. Alors, comme vous voulez, côté leçon ou côté savoir-faire, honnêtement, peu m'importe. L'important, c'est que ce soit dans votre cahier, puisque à peu près tout ce que vous faites, c'est dans votre cahier, à part quand je vous demande de me rendre quelque chose, comme le travail sur la ville de demain. Votre outil principal, c'est votre cahier, tout est là. Je continue et je termine plutôt pour vous expliquer un petit peu le programme des vacances. Pour les vacances, je vais vous demander de réviser. Donc dans la fiche consigne de vendredi, je vais vous donner un programme de révision pour les 2 semaines de vacances. Sachant que, encore une fois, de la même manière que le patient a tout intérêt à respecter l'ordonnance que le médecin lui donne, vous avez tout intérêt à respecter le programme que je vous donne pour acquérir les savoirs et les savoir-faire de l'année de 6e. Donc ce que je vous propose, c'est que la première semaine, vous vous concentrez sur la géographie et la deuxième semaine, vous vous concentrez sur l'histoire. Je précise un petit peu les chapitres que je vous demande de réviser. N'oubliez pas qu'il y a des traces écrites, il y a des schémas, il y a des activités. Vous révisez tout ça, vous lisez attentivement votre cahier, prenez plaisir à l'ouvrir, à regarder votre écriture, à regarder tout ce qu'on a fait, à vous remémorer tout ce qu'on a fait. C'est très important et c'est même important pour le moral de se remémorer les moments aussi où on était ensemble. Je vais mettre en place un Padlet, donc je vous mets l'adresse du Padlet dans la fiche consigne de vendredi, donc lisez-la attentivement cette fiche consigne, mais ce Padlet, alors Padlet c'est un site, vous allez voir, c'est un site où j'ai mis tous les cours depuis le début du confinement, dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que si vous voulez voir tout ce qu'on a fait depuis le début, vérifier que dans votre cahier tout est là, d'accord, que vous n'avez rien oublié, que vous n'avez pas sauté une séance, que vous n'avez pas sauté des consignes à l'intérieur d'une séance, d'accord, parce qu'une fiche consigne, ça se lit de A à Z, sans oublier les lettres intermédiaires. Donc, n'hésitez pas, allez sur le Padlet et regardez que tout a été pris dans votre cahier et que vous êtes à jour, parce qu'évidemment, l'assiduité, c'est important et c'est dans votre intérêt à vous, élèves de 6e. En attendant, il me reste à vous souhaiter une bonne dernière semaine d'avril avant de vous retrouver en mai. N'oubliez pas de me mettre des commentaires pour me poser des questions, pour me poser des problèmes, pour me poser des interrogations sur quelque chose que vous n'avez pas compris, comme ça je sélectionnerai des questions. Et puis on se retrouvera donc dans cette dernière vidéo avant les vacances. Dans cette dernière vidéo, j'annoncerai également le chapitre qu'on va étudier en mai, puisqu'on va continuer notre histoire. On était en géographie, là, avec les métropoles et la ville de demain. Là, on va reprendre l'histoire et le fil de notre histoire de l'humanité, en étudiant les Grecs, hein, la civilisation grecque. On va voir en quoi est-ce qu'elle va, elle aussi, poser les bases de notre monde moderne. Bonne semaine!